Donc, bonjour à toutes pour cet atelier de redécouverte de la facilitation graphique. Spéciale nouvelle année, parce que vous verrez que notre atelier de pratique sera un peu différent de d'habitude, mais ça peut être aussi une activité qu'on fait régulièrement pour pouvoir aussi faire le point par le visuel sur comment est-ce qu'on se lance dans une prochaine période dans l'année. Alors, je m'appelle Fanny Monomitrev, je fais partie d'une entité, on va dire, qui s'appelle Percolab et qui amène les collectifs à travailler de manière plus créative et collaborative. Et j'ai le plaisir de vous aider en particulier sur les outils visuels. Comment est-ce qu'en dessinant, finalement, on apporte autre chose et on peut travailler différemment, on peut avancer de manière plus, on va dire, constructive et créative. Donc, joli programme qui nous attend aujourd'hui avec, comme toujours, un temps d'exploration de c'est quoi la facilitation graphique et de quoi on parle. Puis, on parlera des ingrédients. J'irai un petit peu plus vite cette fois pour laisser un peu plus de temps sur la pratique et donc l'activité de pratique et ce sera aussi l'occasion des échanges. Donc, c'est vraiment pas un webinaire dans le sens où vous regardez, il n'y a pas d'interaction, mais vraiment un atelier où on va pratiquer ensemble. On va commencer par faire un premier dessin. C'est ce qu'on appelle une inclusion. C'est une manière de se mettre ensemble pour commencer cet atelier. Ça commence avec une feuille de papier et un feutre ou un marqueur. La question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Et je vais vous inviter à y répondre avec un dessin, mais un dessin particulier, un dessin en un trait. Donc, ce n'est pas juste un trait, ça va être un très long trait, mais une fois que le crayon est levé, le dessin est terminé. Donc, en un trait, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Et c'est de manière très générale. Et principalement dans mes consignes, il ne faut pas trop réfléchir. La première réponse est la bonne. Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? On va prendre 1 minute, parce qu'un dessin en un trait, ça se fait de manière assez rapide. Et ensuite, on les montrera à l'écran et je ferai une capture d'écran. 1, 2, 3, c'est parti. Yes. Merci beaucoup pour tous ces partages. Et donc, on voit bien à quel point, finalement, déjà, vous êtes toutes capables de faire un dessin qui fonctionne, qui raconte quelque chose. On voit aussi l'importance d'avoir un discours qui est associé. Et c'est souvent ça en facilitation graphique qu'on oublie parce qu'on pense qu'un dessin doit être universel et tout dire. Mais non, vous verrez que c'est vraiment l'association entre le texte et l'image, entre l'explication et le visuel que l'on va créer qui est très puissant. Et au-delà de ça, on voit bien aussi que la facilitation graphique, elle permet d'exprimer des choses très profondes, très nuancées, sur des sujets variés, que ce soit sur plutôt du professionnel ou du personnel, ou les deux. Donc, le champ des possibles est immense et je suis ravie de faire ce chemin-là avec vous. Facilitation graphique, donc c'est un sujet passionnant et souvent j'aime bien expliquer un petit peu en commençant par les deux termes, facilitation graphique et pensée visuelle et qu'est-ce qu'on y met derrière. Donc le premier, la facilitation graphique, c'est vraiment des techniques qui permettent d'aller d'un point A à un point B et qui se situent au service d'un groupe ou d'un projet. Donc il y a une notion d'utilité. Il y en a 2 outils qui sont très connus. Alors pour mes amis québécois, j'utilise beaucoup de termes anglais parce que voilà, on a cette habitude-là, mais je sais qu'il y a d'autres termes qui existent. On essaiera d'utiliser davantage. Donc le scribing ou capture graphique en temps réel, c'est l'idée de faire des grandes fresques lors d'événements, peut-être en avez-vous déjà vu. Et aussi le sketchnoting ou croquis-image, qui est le fait de prendre des notes. Donc finalement, c'est un peu le même travail, mais en beaucoup plus petit, de manière illustrée. Il existe beaucoup d'outils et en fait, c'est beaucoup une question d'usage. On peut l'utiliser de manière individuelle. Par exemple, quand je prends des notes, c'est souvent pour moi. Tandis que quand je vais faire des grandes fresques de 3 mètres, c'est rare quand je vais l'utiliser uniquement pour décorer mon salon. Là, c'est que je vais plutôt avoir un usage collectif avec plusieurs personnes qui vont regarder mes dessins. On peut aussi faire des jeux visuels, on peut aussi dessiner à plusieurs. Et tout ça va se faire au moment où l'information, elle arrive. Donc, c'est vraiment du live,
que ce soit la prise de notes, les fresques, les jeux, les dessins collectifs. Mais on peut aussi faire ce travail-là en asynchrone. C'est ça que j'aime bien apporter dans la facilitation graphique parce qu'on se dit des fois, oh, je vais jamais y arriver, il me faut du temps, etc. On peut tout à fait faire ça à un autre moment. Je peux préparer des documents, des posters, des canevas, des infographies que je vais utiliser à un autre moment donné. Donc, j'ai le temps de faire ces dessins-là. Je peux aussi récupérer les informations et ensuite les mettre en forme de manière visuelle. C'est ce qu'on appelle donc des outils, des usages asynchrones. Et là aussi, ça peut être individuel, des documents pour moi, ou collectif. Voilà. Je vais créer un poster que je vais montrer à un groupe un peu plus tard. Donc vraiment, dites-vous, il y a plusieurs portes d'entrée dans la facilitation graphique. Et s'il y en a une qui vous plaît davantage, allez-y. Vous avez largement le temps pour les autres. Et si ça vous intéresse, tout s'apprend. Dans tous les cas, il vous faudra ce qu'on appelle la pensée visuelle. Donc ça, c'est la capacité à représenter des images qui font sens. C'est ce qui se passe dans votre cerveau quand je vous dis, par exemple, nénuphar. Là, vous avez dans la tête l'image d'un nénuphar qui se forme. On a rarement le mot nénuphar qui arrive. Il faut vraiment se dire que notre cerveau, il fonctionne avec des images, que l'écriture, en fait, c'est une construction sociale. Et les enfants dessinent naturellement bien avant d'apprendre à écrire. D'ailleurs, ils doivent apprendre à écrire alors qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre à dessiner. Et on parle même de représenter, c'est-à-dire que si on comprend l'idée, chez nous, ça suffit. C'est pas de l'illustration, c'est vraiment quelque chose pour transmettre une idée. Et cette position, on va dire, créative, on la retrouve dans la pensée design. Certains peut-être connaissent ces termes, on parle de design de service, pensée design, où l'idée, ça va être de penser différemment pour trouver des idées créatives. Et bien, si vous dessinez votre problème, c'est déjà une manière créative, différente d'attraper les informations et trouver donc des solutions nouvelles. Donc, avec ça, déjà, on se dit, OK, j'ai plusieurs façons d'utiliser et je peux dessiner comme ça me vient et ça ouvrira forcément quelque chose de nouveau. Et c'est même beaucoup plus que ça. Donc, la créativité, vous l'avez compris, hein, on a ce côté, ça nous permet de changer de cerveau, d'être dans quelque chose de beaucoup plus sensitif. Et souvent, la clé, c'est de ne pas vouloir faire un bon dessin. Le bon dessin, ça n'a pas vraiment de sens en facilitation graphique. On fait un dessin et ensuite on voit s'il nous convient ou pas. S'il nous convient, super, c'est terminé. S'il ne nous convient pas, on en fait un deuxième. Donc on essaie d'être dans le faire le plus possible. Ça nous apporte aussi de la compréhension. Donc quand on a c'est dans ce dessin avec par exemple une grosse image au centre, plein des éléments périphériques, on apporte du sens, ce qu'on ne pourrait pas apporter avec une présentation linéaire des éléments. Ça favorise la mémorisation. Donc là, vous imaginez bien, quand je vous dis, voilà, ça réveille plein de choses. En fait, notre cerveau, il adore ancrer des informations avec les images. Et il y a plein de chiffres qui existent, avec sûrement plein d'études américaines qui ont été faites sur le sujet. Notamment, on retient 6 fois plus un mot quand il est associé à une image que quand il y a le mot tout seul. C'est quand même beaucoup, 6 fois plus. Et on se rend compte que ce n'est pas l'image toute seule, mais c'est vraiment mot plus image. Et de la même manière, on retient presque 30% de plus quand on prend des notes visuelles en réunion que si on prenait juste des notes avec des mots. Donc, quand je donnais des cours à des étudiants, je leur disais, ça fait quand même 30% de révision en moins. Donc, allons-y. Vraiment, dessiner, c'est bon pour vous. C'est bon pour vous et c'est bon aussi pour les groupes. Donc parfois, on peut se chamailler sur des mots, sur des virgules, sur des termes, alors qu'avec une image, on trouve un champ commun de compréhension, d'expression, et ça peut aussi nous permettre d'avancer, en tout cas de manière plus efficace. C'est très bon pour votre santé, parce que souvent, j'aime bien faire la comparaison avec le sport. C'est comme si je levais toujours la main, comme ça, je ne sais pas si vous me voyez, mais je lève la main, bon, au bout d'un moment, j'ai mal à l'épaule, alors que si j'utilise tout mon corps, je fais des plus beaux mouvements, c'est moins fatigant et ça me permet d'aller plus loin. Donc là, c'est pareil, finalement, d'utiliser l'image, ça me permet d'avoir plus d'idées de meilleure qualité et dans le sens de mon cerveau. Et enfin, le dernier, mais pas des moindres, c'est quand même assez rigolo de dessiner des bonhommes. Ça fait du bien aussi de dessiner des bonhommes contents,
d'exprimer, juste d'être fier aussi d'avoir réussi à représenter quelque chose par l'image. Et ça, par les temps qui courent, c'est toujours bon à apprendre. C'était le message des amis de la facilitation graphique. Dessiner, c'est bon pour votre santé. J'espère que vous êtes convaincus. Ouais, on est d'accord pour dessiner. Je crois que là, on peut y aller. Et bah, du coup, on va se dire, je dessine comment? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une exploration des ingrédients avec les 4 familles principales. Et on va le faire ensemble. Donc, vous pourrez ouvrir votre micro. Alors, tac, je regarde si tout va bien, tout le monde est bien. Super. On va commencer les ingrédients. À votre avis, bon, celles qui ont déjà suivi les formations, ne dites rien. En tout cas, j'espère que vous connaissez la réponse. À votre avis, quel est le premier ingrédient de la facilitation graphique? Quel est le premier type d'élément qu'on peut dessiner pour représenter des idées? Les formes? Les formes, ce sera en deuxième. Bah alors les traits. Toujours en deuxième. Les mots. Il y a un petit piège, oui, tout à fait, c'est les mots parce qu'en fait, quand on écrit, on dessine déjà. Et c'est souvent quelque chose que l'on oublie parce qu'on pense que la facilitation graphique, c'est que des dessins. Or, je pense vous l'avoir dit plusieurs fois, c'est vraiment texte plus image qui rend la puissance de la facilitation graphique. Alors, comment est-ce qu'on peut écrire? Déjà, on peut écrire avec plusieurs styles d'écriture. À votre avis, comment je peux faire varier l'écriture d'un mot pour l'écrire de manière différente? La taille, le style, la couleur. Tout à fait. On peut jouer sur la taille, sur le style. Alors, je fais juste la première lettre parce que je pense que vous avez compris le principe. La couleur. Je peux aussi, comme dans les traitements de texte, faire en gras, en italique, en souligné, en relief. Tuc. Donc là, il n'y a pas de limite. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire varier au maximum pour qu'on distingue un peu l'intention qu'on met derrière un mot. Donc, je vais vous inviter à prendre un mot court, toi, moi, lui, elle, oui, non, voilà, et à l'écrire de 2-3 manières différentes. Donc, allez-y à vous. On écrit des mots de manière différente. Le même mot, on écrit de plusieurs manières. On a aussi majuscule, minuscule, etc., etc. Moi, je fais des exemples, évidemment. Faites vous-même vos propres expérimentations. OK. Donc, petit point sur ce travail-là. Donc, ça, ce qu'on est en train de faire, ça s'appelle du lettrage. Donc, si c'est à l'informatique, ça s'appelle la typographie. Mais quand on le fait à la main, ça s'appelle du lettrage. Et on se rend bien compte que, en fait, quand on écrit les mots d'une certaine manière, on ne les entend pas de la même manière. Par exemple, là, j'ai mon oui. Là, j'ai mon oui. Et là, j'ai mon oui. Bon, après, ouais. Chacun a ses petits doigts dans sa tête. Mais on voit bien en tout cas que je donne un indice sur la manière de comprendre ce mot. Et on peut aller plus loin. Il y a des mots qui ont une connotation visuelle. C'est ce qu'on appelle les mots expressifs. Donc, par exemple, si je prends le mot pluie,
comment est-ce que vous l'écririez? Est-ce que vous l'écririez en majuscule, en minuscule? Quelle couleur? En jaune, en rouge? Donc là, vous pouvez parler. Bleu. Alors, hop, souvent c'est bleu ou gris. Hop, on va mettre bleu-gris, comme ça, Ouais. d'accord? Avec des gouttes? Avec des gouttes. Et tu l'écrirais plutôt en majuscule, minuscule? Non, en minuscule parce que pour que ce soit pas trop gros comme pluie. Ouais, souvent la pluie, c'est assez fin, assez doux. Et donc voilà, on peut faire en sorte que la pluie pleut, lui mettre son petit nuage. Et donc ça nous permet d'aller encore plus loin, de vraiment associer le fond et la forme. Donc je vous invite, de la même manière, à écrire un ou deux mots de quelque chose qui vous fait du bien, qui vous met en joie, et de choisir avec soin la couleur, l'écriture et un peu de décoration. Alors, la décoration, elle est vraiment partie intégrante du mot. Il faut qu'on arrive à lire le mot. Ce n'est pas le picto à côté. Picto, ça, on verra un peu plus tard. Donc, prenez vraiment voilà, des choses qui vous passent par la tête. Et qui avait un peu envie de dormir là tout à l'heure. Hop. Faire un lit avec un matelas. Pourquoi pas. On s'amuse. On peut écrire comme ça un ou deux mots qui ont un peu du sens, qui ont avec lesquels on est particulièrement attaché. On prend encore une minute. Ok, est-ce que vous pouvez montrer à l'écran une trouvaille, un mot que vous avez écrit de manière expressive? Parce que en facilitation graphique, on ne copie pas, on s'inspire. Donc peut-être une de vos idées est une bonne idée qui pourra inspirer d'autres. Ouais, super, Julie. Génial. Olivia, je connais cette personne avec plein de petits cœurs. Oh, trop chou. Alors, j'arrive pas forcément à lire parce qu'avec le partage d'écran, je vois en petit, mais je vois que les formes varient, je vois que les couleurs varient. Ouais, super. Et qu'on a comme ça, on sent qu'on est tout de suite touché par ce qu'exprime ce mot et que le sens du mot, en plus, qui est rajouté par-dessus, donne beaucoup de précision à ce que vous voulez partager. Mais évidemment, en facilitation graphique, on va vouloir aller un peu plus loin et c'est pour ça qu'on va pouvoir aller vers la grande famille des pictogrammes. Donc, les pictogrammes, c'est vraiment l'ingrédient phare, l'ingrédient star de la facilitation graphique, puisqu'il va s'agir de pouvoir, avec des formes simples, dessiner tout ce qui nous entoure. Alors, quand je dis forme simple, c'est vraiment forme simple. On parle même d'alphabet visuel, qui est constitué de, hop, on revient ici. Attention les yeux, un carré, un triangle. Ça va, je ne vais pas trop vite? Ok, un rond, un point, un trait et une courbe. Donc, il est dit qu'avec ces formes-là, on peut tout dessiner. L'idée, c'est de pouvoir simplifier et gagner du temps. Qu'est-ce que je peux faire avec un carré? Allez, je vous écoute. Qu'est-ce qu'on peut bien dessiner avec un carré? Vous pouvez rallumer vos micros.
Les Une maisons. maison. Une maison carré plus triangle combo, c'est parti. Et voilà. J'espère que vous êtes content d'être venu à ce cours de fascination graphique pour apprendre à faire une maison. Hop, on peut faire un autre petit carré pour la cheminée et la porte. Et youhou! Très bien. Qu'est-ce que je peux faire avec un triangle? Des têtes? Avec le triangle? Un Allez, chapeau. tic, tic. Ou un chapeau. Ouais, c'est ça. Tac. Ça marche aussi avec un rond. On a déjà fait des têtes. Hop, trouve autre chose. Un soleil. Tout à fait. Un soleil. On peut même faire avec rond plus trait, une horloge. Et voilà, c'est incroyable. Alors, il doit y avoir encore de la neige chez vous au Québec. Alors, moi, je suis dans le sud de la France. Autant vous dire que on l'a même pas vu passer. Mais on peut même faire des bonhommes de neige. Voilà, c'était la saison il n'y a pas longtemps. Voilà, ça, vos enfants seront très heureux. Et avec ça, c'est génial. Donc, on a ce côté où je me dis, bah, finalement, en assemblant ces formes, j'arrive à donner à voir des images, mais je peux aussi faire la démarche inverse, où je mets mes petites lunettes simplificatrices sur le nez. Donc, si vous avez déjà des lunettes, bah, vous mettez une deuxième paire de lunettes, hein, c'est comme ça. Et vous regardez autour de vous et vous vous dites de quelle forme de base sont constitués les objets qui m'entourent. Donc, par exemple, je vais regarder ma tasse et je vais me dire, est-ce que c'est plutôt droit? Est-ce que c'est plutôt rond? De quoi elle est constituée? On se rend vite compte qu'il y a des objets, il vaut mieux les dessiner de face, tandis que d'autres, il vaut mieux les dessiner de profil. Par exemple, un escalier, il y en a qui sont tentés aussi de le faire de trois quarts, là, c'est compliqué. Alors que vous le faites bêtement de profil, on voit tout de suite que c'est un escalier. Donc, je vous invite à dessiner comme ça deux, trois formes, deux, trois éléments qu'il y a autour de vous avec les formes de base. Donc, je rappelle ici que l'idée, c'est qu'on comprenne l'idée, qu'on comprenne ce que vous avez voulu transmettre et que parfois, bah, trop de détails va ajouter de la confusion, alors que quelques éléments simples permettent de savoir rapidement ce que c'est. Question pour toi, Fanny. Oui. Je me demandais si on était toutes là encore. Euh, Ah, Tu sais, les émoticônes, justement, ça fait partie des pictogrammes, par exemple. C'est genre un peu des variations à l'infini sur ou c'est encore autre chose. Alors, nous le verrons dans les ingrédients numéro 3, tout simplement parce que c'est fait partie pour moi de tout ce qui est de la famille des personnages et quand on fait un zoom sur la figure. Mais clairement, c'est fait avec des formes de base, hein, des ronds, des traits, etc. Mais on le verra juste après.
Ok, est-ce que vous pouvez me montrer vos créations, s'il vous plaît? Alors, ouais, on a des plantes, on a des bouteilles, on a des ordinateurs. Ah, ouais, c'est bizarre ça. On a des ampoules, on a des tentes. Ah, Maëlys, donc tu as une tente dans ton bureau. Intéressant. Euh, super, on a plein de belles créations. Alors, quelques mots sur simplement ça. Donc, on voit bien qu'on arrive très bien à représenter, hein, que si on fait les choses simplement, en simplifiant, bah, on comprend l'idée et c'est suffisant pour nous. Il faut savoir que notre cerveau retient de la même façon en quantité et en qualité que le dessin soit simple ou élaboré. Donc, si je fais une tasse avec la soucoupe, avec le sachet de thé, avec etc., non seulement ça me prend beaucoup plus de temps, mais en plus, je vais rajouter du bruit graphique. Par exemple, si je mets un sachet de thé, bah, du coup, c'est plus une tasse lambda, mais c'est une tasse de thé. Donc parfois, moins en mettre, non seulement me fait gagner du temps et me permet de me concentrer sur autre chose, mais me permet en plus d'être plus universel. C'est pour ça que parfois dans la fascination graphique, même beaucoup, on a des illustrateurs qui, eux, vont avoir envie de dessiner plein de détails. Mais tous ces détails, est-ce qu'ils correspondent vraiment au contexte? Donc ça pose plein de questions. Donc moi, souvent, je vous dis, faites simple, vous ferez juste. Ça, c'est de la punchline. Au-delà de ça, vous avez aussi des choses où on se comprend. Par exemple, l'ampoule, si on regarde vraiment une ampoule, elle a rarement des petits traits qui volent dans l'air, mais ça symbolise la lumière. Pareil, les téléphones, avant, ils étaient très faciles à reconnaître. Maintenant qu'on a tous des rectangles, bah, mieux vaut mettre les petites ondes là pour dire que ça émet quelque chose, même si on ne le voit pas. Ça caractérise mon objet et c'est beaucoup plus facile. Donc, on a des images comme ça qui sont un peu stéréotypes, mais qui fonctionnent très bien. Ok, donc nous avons fait 2 types d'ingrédients sur 4. Et on a une troisième famille, vous allez voir, ça va nous ouvrir encore un champ des possibles merveilleux. Donc on a déjà un petit peu parlé. Ce sont les personnages. On va en voir 2 essentiellement parce que j'estime que c'est intéressant de commencer là aussi tranquille. On est plutôt à s'épanouir dans une zone de confort en fascination graphique et expérimenter dans la joie plutôt que se mettre en difficulté. Le premier bonhomme, à votre avis, qu'est-ce qu'il va être? Est-ce qu'il va être simple ou compliqué à faire? Simple, des traits et des ronds. On va faire un bonhomme bâton. Oui, tout à fait. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir commencer avec le commencement, avec la base. Donc, je vais vous inviter à dessiner un bonhomme bâton et pour l'instant à s'amuser. Après, vous savez, comme les bonhommes qu'on utilise en dessin, là, ça a un nom particulier, on lui bouge les bras, les jambes et on voit un petit peu qu'est-ce que ça fait comme position, comme posture. Donc là, je dirais qu'il est poursuivi par un ours. Il suffit de mettre Ah et voilà, je rajoute déjà des histoires. Donc je prends mon bonhomme et je m'amuse à plier les bras, les jambes et à voir ce que ça donne. On n'est même pas obligé de lui dessiner des pieds souvent. Moi j'aime bien. Par contre, il faut bien être sûr des angles qu'on fait parce qu'on est obligé de respecter quand même certaines règles anatomiques. Les genoux se plient toujours dans le même sens, hein. Les coudes aussi. On n'est pas obligé de lui faire des corps des fois, juste avec des traits, ça suffit. Donc ce bonhomme bâton, on voit qu'il a du potentiel. Mais c'est vrai qu'en fascination graphique, je trouve intéressant d'essayer de lui donner un peu plus de corps. Et du coup, il a une variante, un cousin, qu'on appelle le bonhomme haricot. Alors, à la base, c'est parce qu'il avait un corps de haricot. Pour celles qui ont connu Windows 95, 2000, etc., il y avait les bonhommes clip art avec leur corps de haricot. Et donc, en fait, à partir du moment où on lui met un corps, ça fonctionne pour être dans la catégorie des bonhommes haricots. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on lui met un corps? Ça veut dire qu'on va pouvoir davantage le caractériser. Par exemple, on peut l'habiller. Alors que c'était un peu plus compliqué de mettre un habit à notre bonhomme bâton de tout à l'heure. Et on peut aussi lui rajouter des cheveux, du coup, des accessoires, etc. Ça va nous permettre de davantage le personnaliser.
Donc, allez-y, donnez-moi un verbe d'action. Courir. Escalader. Allez, donc on fait une équipe courir, une équipe escalader. Choisissez celui que vous voulez. Vous allez voir la magie en plus de la technologie. Ça va être amusant. Bon, pour les besoins de la production, il va escalader en intérieur et sur une voie assez facile. Hop, voilà. Donc, ce qu'on voit en tout cas, j'ai refait un bonhomme bâton, ça c'est vraiment l'habitude. Hop, j'arrive. Hop, tac. Il suffit de lui mettre un corps et tout va bien. Donc, pour qu'il soit en train de courir, il faut qu'il ait les pieds pliés et les genoux en opposé. Et pareil pour les coudes. Et pour qu'il court, par exemple, on peut donner un petit indice pour qu'il court vite. Et en escalade, on se rend compte que si on veut qu'il soit en train d'escalader, on est un peu obligé qu'il soit en train d'escalader quelque chose. Si c'est comme pour mon bonhomme qui est en train de courir, je ne mets pas de décor derrière, finalement, c'est un peu compliqué de savoir ce qu'il fait. Donc, je vois que je peux rajouter des éléments graphiques comme de la vitesse, je peux rajouter des décors, je peux rajouter aussi des accessoires. En fait, je peux personnaliser comme ça mes personnages un peu à l'infini. Je peux rajouter aussi des mots, etc., comme tout à l'heure avec mon ah. Et puis, je peux aussi aller un petit peu plus loin avec ce qu'on disait tout à l'heure, qui étaient les émotions. Et ça, ce qui est intéressant avec les émotions, c'est que là aussi, on a un panel qui est quand même très, très large. Alors, je vous propose de commencer à dessiner 3 ronds et on verra un petit peu ce qu'on en fait. Et je vous laisse aussi noter, si vous avez envie, les quelques éléments qu'on vient d'ajouter. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que nous passons aux émotions? Oui. Oui. Génial. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire une émotion selon vous? Comment est-ce qu'on représente une émotion? De quoi on a besoin? Les yeux déjà, la Oui, bouche. tout à fait. Et en fait, on a besoin que de ça, que des yeux et des bouches. Donc, des yeux contents, pas bien, un peu qui part dans tous les sens, des points. On a besoin des bouches, pareil, contente, pas contente, très contente, très énervée, pas de bouche, etc. Et il suffit de combiner les deux. Donc, vous pouvez prendre des yeux d'en haut, des bouches d'en bas, et vous amuser à les mettre ensemble et à voir ce que ça donne. La liste n'est pas exhaustive. Si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas.
Et on retrouve effectivement le champ émotionnel que l'on a dans nos applications de messagerie. Notre monde de communication est vraiment devenu très visuel. Et quelque part, on a comme ça beaucoup de matériel visuel, graphique à disposition dont on peut s'inspirer et qui va être parlant aussi pour un grand nombre. Si je prends des yeux et des bouches du même registre émotionnel, j'ai des émotions simples. Yeux contents et bouche contente, on a une personne contente. Par contre, si je prends dans des émotions opposées, par exemple, yeux contents et bouche pas contente, ben là, je vais avoir une émotion plus complexe. Alors, par exemple, on peut dire que la personne, elle est un peu dépitée, quoi, écœurée, ou ça va pas trop. On sent bien qu'on peut être dans une très, très large palette d'émotions. Et donc, soit ça me permet de faire un peu un gros plan sur un visage, un personnage qui est en train de vivre quelque chose, soit je peux le rajouter à un personnage en action. Et tous ces éléments-là, en tout cas, me enrichissent encore plus mon vocabulaire, ma possibilité de m'exprimer par le dessin. OK. Alors, avec tout ça, on voit qu'on a une grande capacité de représentation et qu'on va pouvoir vraiment bien s'amuser. Je rapetis ça parce que je sais que j'ai une dernière catégorie à vous montrer. Oui, ça rentre. L'idée, c'est quoi? C'est que là, j'ai plein d'éléments dispersés et je peux rajouter du sens en connectant, en révélant tous ces éléments-là. Et ça, je peux le faire, par exemple, avec la catégorie des cadres et des connecteurs. Donc, les cadres, c'est quoi? C'est mettre ensemble ce qui va ensemble, mettre en avant aussi. Donc, par exemple, ici, sur mon lettrage, hop, je peux dire, ceci va ensemble. Ça me permet de mieux distinguer, de rajouter aussi, de montrer qu'il y a une catégorie ici qui s'est dessinée. Voilà, et je pourrais m'amuser à le faire un peu sur chaque catégorie. Ça peut être aussi mettre en avant des éléments, comme tout ce qui va être texte et texte de titre et de sous-titres. Et je peux m'amuser en plus à faire des cadres qui vont être très sympas aussi avec des éléments très simples. Je vais vous montrer. Je vais vous inviter chacune à faire un rectangle. À partir d'un rectangle, tout est possible. Donc, ce rectangle, c'est pour y mettre souvent du texte. Et je vois que déjà, hop, quand j'ai mis mon texte dans un rectangle, c'est quand même très sympa. Ce rectangle, je peux le décorer. Par exemple, alors je vous montre des exemples et ne vous inquiétez pas, je vous enverrai aussi un élément avec d'autres exemples. Hop, par exemple, je peux me dire, ah, c'est comme s'il y avait des scotch qui accrochaient les coins. Ou je pourrais me dire aussi, carrément, je vais le mettre dans une bannière. Une bannière, c'est quoi? C'est un rectangle et à partir du tiers, on va dire, inférieur bas, hop, je vais créer un fanion. Donc, un fanion, c'est comme un M, hop, avec un petit angle. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Est-ce que vous arrivez tout à faire le rectangle et le fanion de chaque côté? Et je vais aller colorier, pas effacer, colorier le triangle qui se forme en rejoignant l'angle de mon rectangle et l'angle de mon fanion. Et ça fait un effet 3D. Quand même incroyable. Donc ça, c'est des types de cadres qui existent et on en trouve plein, notamment dans tout ce qui est bullet journal, et qui permettent de mettre en valeur du contenu, soit de le séparer du reste, donc ça permet aussi de clarifier une planche, soit en mettant en avant un contenu en particulier, comme des titres ou du texte que l'on souhaite que les personnes, en tout cas, voient beaucoup plus clairement que le reste. Dans la famille des connecteurs, là, c'est tout ce qui va être les flèches. Et on voit bien qu'une flèche
selon comment elle est faite, flèche ou ligne, hein, ne va pas exprimer la même chose. Selon si je suis une flèche épaisse, une flèche fine, une flèche qui va vers le bas, une flèche qui va vers le haut, je n'ai pas la même résonance émotionnelle. On peut dire beaucoup de choses avec une ligne et elle est très efficace dans son expression pour pouvoir exprimer des relations. Par exemple, si je reprends mes bonhommes, là, je vais dire, hop, elle se dit, est-ce que je vais aller faire de l'escalade avec cette personne? Là aussi, on voit que si je dis ça, c'est du lettrage, hop, ça, c'est des mots expressifs, ça, c'est du alphabet visuel, etc. Bonhomme haricot, bonhomme bâton. Je vais créer comme ça du sens grâce à mes flèches. Et vous voyez que j'ai aussi relié ici mes différentes catégories avec des lignes. Et avec ça, j'ai de quoi créer beaucoup de contenu visuel de manière très efficace. Donc évidemment, je pourrais passer encore plus de temps sur les ingrédients, mais je pense que pour commencer, c'est déjà pas mal. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, Oui. Est-ce que vous êtes prête à passer à la pratique? yes. Vous allez voir, c'est une pratique simple et il y aura une variante proposée pour... J'adore quand il y a des pouces qui volent. Il y a une variante proposée pour cette session spéciale début d'année. Coucou, Alors, comment on va faire? Comme c'est un peu le début de l'année, oui, nous sommes le 27 janvier, on est encore en janvier, c'est encore le début de l'année. Je vais vous proposer une question plus spécifique et voilà, si ça peut aider en fonction des besoins, je proposerai une petite aide. Ok. Donc, l'idée, c'est de réaliser un dessin qui exprime qu'est-ce qui me porte en ce début d'année. D'accord? Donc, qu'est-ce qui me porte? Qu'est-ce qui me fait envie? Ce serait pas quoi un peu mon message qui me tient en ce moment, en ce début d'année? Ça, c'est la question. J'avais trouvé intéressant peut-être de le réaliser sous forme de 3 espaces. J'ai fait volontairement un schéma très facile à améliorer pour que vous puissiez vous l'approprier. Peut-être dire qu'est-ce qui est présent là, en 1 ou 2 idées. Qu'est-ce que je vise? D'accord? Qu'est-ce qui m'appelle? Et du coup, qu'est-ce qui me porte pour aller de l'un à l'autre? Donc, c'est parti. 10 minutes pour voir un petit peu ce qui est présent et ce que je vise, ce qui me porte. L'idée étant, bien sûr, de réutiliser au maximum tous les ingrédients qu'on a vus, des mots, des images, de la couleur aussi, si vous en avez à portée de main, des mots écrits de différentes manières, des images, des bonhommes, etc. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va montrer à l'écran nos dessins. Comme ça, on va pouvoir en apprécier. Alors, si vous voulez zoomer sur une partie plutôt qu'une autre, sur ce qui vous porte ou quoi que ce soit, c'est vous qui voyez. Voilà, de toute façon, on ne voit pas les détails. Attention, est-ce qu'on est prête? Et on sourit, cheese. Ouais, regarde, ça marche très bien. Excellent. Et là, je vous invite à apprécier l'instant, à regarder votre dessin, à vous rendre compte de ce que vous avez réussi à accomplir. Oui, vous pourrez le compléter après l'atelier. Il ne va pas s'autodétruire. Ce n'est pas un message de mission impossible. Et à écrire dans le chat comment vous vous sentez en voyant ce dessin. Qu'est-ce qu'il vous apporte? Donc, c'est comment vous vous sentez avec un petit biais plutôt appréciatif. Bonheur, plaisir, enthousiasme. Moi, je réponds aussi à ma propre question puisque j'ai fait le dessin. Satisfaction aussi, voilà. Fierté, ouverture, j'avais pas vu celle-là trop bien. Contente de moi, joie, bonheur, espoir, enthousiasme. Eh bien, écoutez, c'est un beau programme tout ça. Donc ça, c'est vraiment de vous dire, ces outils de facilitation graphique, en fait, ils ont un potentiel énorme. Ils apportent les choses. Vous voyez ce qu'on a fait en 1 heure, même pas le dessin, vous l'avez fait en 10 minutes. Donc c'est vraiment un cadeau que l'on se fait à soi-même, mais aussi aux autres.
Il y a d'autres outils où on dessine, on partage avec l'autre et on a d'autres conversations. Donc vraiment, l'idée, c'est de dessiner, d'amener cette pratique dans votre vie de tous les jours. Et nous avons, en effet, des formations pour celles qui veulent pleinement intégrer ces outils à leur vie professionnelle ou personnelle. Je dis ou personnelle parce que finalement, les usages sont tellement vastes que ça peut être dans tous les contextes. Donc, nous avons une formation facilitation graphique en ligne auquel des personnes dans la salle ont déjà participé avec à la fois un système de vidéo façon ludique, façon voyage du héros, enfin, on s'est un peu marré à créer tout un univers autour de ça et des visios comme celle qu'on a fait aujourd'hui, mais un peu plus longue. Et on est aussi dans l'échange, la pratique, la co-construction, avec, vous voyez, plusieurs types de prix pour s'adapter à tout le monde. Et on a les formations sur Toulouse. Donc, pour ceux qui sont au Québec, c'est un peu plus loin, mais bon, c'est l'occasion aussi d'apprécier un peu de chaleur. Voilà, donc en mars et en juillet. Donc, c'est le même programme. Hein. C'est vraiment une formation niveau 1, initiation. Je m'y mets, je m'y lance. Soit étalée sur 6 semaines en ligne avec des rendez-vous, des rencontres. Et c'est hyper sympa avec plein de monde de plusieurs pays, voire continents. Soit c'est intensif 2 jours. Voilà. Et après, pour celles qui veulent aller plus loin, on a 2 formations pour l'instant qui sont sur Toulouse. Mais voilà, selon la demande, on pourra les faire en ligne. J'apprends à faire dessiner les autres. Donc, je complète ma boîte à outils de facilitatrice ou j'apprends à faire des fresques en temps réel. Et dans ce cas-là, je plonge pleinement dans ma posture de facilitatrice graphique. Donc, vous voyez, c'est 2 variantes, en fait, différentes en fonction de vos contextes. C'était super chouette aussi de vous revoir. Hein. C'est une pratique qu'on commence et qu'on peut, merci Julie, et qu'on peut évidemment continuer toute sa vie. Il n'y a pas de limite au dessin. Sachez même, ça a été reconnu comme diminuant les symptômes d'Alzheimer. Donc même jusqu'à votre dernier souffle, vous pourrez dessiner. Je vais vous dire au revoir et je vous souhaite une très bonne fin de journée ou très bonne journée pour celles qui sont sur d'autres fuseaux horaires. À très bientôt. Merci.